Bonjour à tous et à tous, ce matin nous allons mettre en lumière un peintre lyonnais fasciné par l'aube et le crépuscule, François-Auguste Ravier. Nathalie Lamberton-Lebrun, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la responsable de la maison Ravier située à Morestel en Isère, une maison dans laquelle a vécu ce peintre du 19e siècle qui a marqué l'art de peindre les paysages avant les impressionnistes. Quel est son héritage? On va ensemble l'admirer tout de suite. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour Nathalie, merci d'être avec nous sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes ce matin. Vous êtes la responsable de la maison Ravier, également chargée des collections, maison qui est située à Morestel en Isère, qui est devenue un musée en 1992 et dans laquelle donc, le peintre François-Auguste Ravier, né en 1814 et mort en 1895, a passé les 28 dernières années de sa vie. Ce dernier a été le chef de file de l'école lyonnaise de la peinture donc, et du paysage surtout au XIXe siècle. Quelle place occupait-il dans l'univers des beaux-arts ? Alors c'est un peintre qui n'a pas fait de carrière parce qu'il avait la chance d'être rentier, d'ailleurs il en avait conscience. Il s'est formé tout seul et au contact d'amis peintres d'ailleurs assez réputés comme Corot d'Aubigny par exemple. Mais on peut dire qu'il a effectivement une vision très originale grâce à ça. Et donc peut-être qu'il a, comme il le disait lui-même, inventé la peinture de l'avenir de cette fin du 19e, puisqu'il va parcourir tout le 19e siècle. En fait, il meurt à l'âge de 81 ans. Exactement. Dans quel mouvement artistique peut-on inscrire ses œuvres ? Alors, globalement, on l'inscrit comme un précurseur de l'impressionnisme par différents aspects, par le fait qu'il revient régulièrement sur des sites qu'il affectionne et qu'il renouvelle à chaque fois, par sa touche en hachure et cette manière de traduire. Que l'on voit là, notamment ici à l'écran, qui représente donc l'étang de Levain. Qui se trouve à quelques enjambées de sa maison à Morestel. Et donc on voit bien combien il peut traduire de manière assez allusive et le paysage, mais surtout les effets de la lumière sur un étang. Et puisque vous parlez de lumière, il était admiratif du travail du peintre britannique Turner, raison pour laquelle donc, les couleurs et cette lumière sont omniprésentes dans ses œuvres. Absolument. D'ailleurs, il a même écrit qu'il voulait enfoncer Turner sur le plan de la lumière parce qu'il voit dans ce peintre une émulation, un but à atteindre. Turner a vraiment anticipé et a proposé dans ses aquarelles, d'ailleurs que Ravier pratique aussi, mais comme des œuvres abouties. Et donc, il y a vraiment une accointance avec ce peintre-là. Et pourquoi son travail s'est essentiellement concentré sur les paysages ? La nature se chargera d'être belle, sans naïade, sans héros. Voilà ce qu'écrivait Ravier, tout simplement parce que c'est vrai que si on le compare à ses contemporains, où on voit beaucoup de bergers, de bergères, des vaches, la campagne, ce qui l'intéresse, c'est vraiment la lumière. Et c'est transcrire ces nuances, ces variations. Et donc, c'est pour ça qu'il affectionne le paysage. Est-ce qu'il aimait peindre en plein air ou plutôt en atelier ? Alors, il fait les deux. Il fait les deux. Il va peindre dans la nature à l'huile, des pochades, et puis dans l'atelier, à partir justement de ces esquisses qui sont très enlevées, très nerveuses, comme on a pu le voir sur l'étang de l'Alva, il va transcrire sur un autre support l'aquarelle qui lui permet justement d'avoir cette transparence par cette technique-là. Puis il ne faut pas oublier que la peinture en tube va permettre aussi au peintre de partir en plein air. Puisque vous parlez de cette technique-là, où est-ce qu'il a appris la peinture ? Alors, c'est un peintre qui est à Paris parce qu'il doit terminer des études de droit pour devenir notaire selon le souhait de ses parents. Il aura son diplôme mais il n'exercera jamais. Il se consacrera à sa peinture. Donc, on dit qu'il est peut-être passé dans des ateliers de peintres et c'est comme ça qu'il s'initie au paysage. Mais c'est vraiment à Rome, entre 1840 et 1847, où il séjourne, que de manière un peu autodidacte et avec la compagnie d'autres artistes, il va lui-même apprendre la lumière et le paysage. Et revenir ensuite donc, dans la région pour s'installer à Crémieux, à l'est de Lyon, où là-bas, son travail va plutôt faire écho à une autre passion, la photographie. Oui, la photographie, c'est
écrire avec la lumière. C'est l'étymologie. Donc c'est vrai que pour un peintre de la lumière, ça lui parle. Donc il fait ses essais un peu tout seul et puis finalement il y reviendra plus tard grâce à Félix Thiollier qui est originaire de Saint-Étienne, qui est un photographe très averti, donc c'est un industriel mais qui a vraiment un goût pour l'art et qui lui va l'aider à maîtriser la technique et effectivement ensemble ils iront photographiquer. Donc, c'est-à-dire faire des photographies tableaux, puisqu'il considère la photographie comme non pas comme un moyen pour ensuite peindre, mais comme une technique autonome. Là, on voit quelques-unes de ces peintures donc, à Crémieux qui sont donc calquées, on va dire, sur les photographies en tant que telles. Comment ça s'est passé? Pas forcément. Effectivement, il photographie parce que ça peut l'aider sur les contrastes de lumière. Mais ce qu'on sait, c'est que parfois, il découpe ses photos pour en faire des panoramiques. Et là, ce qu'on a vu, Crémieux, c'est vraiment... des photos panoramiques. Voilà, exactement. Et ce sont des petits formats. Cette aquarelle, elle mesure peut-être une trentaine de centimètres de large sur peut-être 15 de haut. Et donc, c'est vrai que ça reprend cette idée qu'il formate le paysage. On a vu des formats aussi ovales. Ça, c'est assez intéressant, parce que la forme ovale, elle est aussi comme notre œil, mais elle permet de donner cette sensation que le paysage se poursuit au-delà du cercle. Je disais photographie, mais c'est plutôt des aquarelles là que l'on vient de voir. Oui, c'est ce qu'on a vu. À l'image. Viendra ensuite donc son installation à Morestel, dans une belle demeure dauphinoise, donc devenue musée en 1992. Pourquoi il a choisi de s'installer là-bas à Morestel en Isère? Alors, sa maison, c'est un écrin. Elle est en haut de la vieille ville. Elle surplombe l'entrée sud et le soleil se couche sur la terrasse. Et effectivement, il vient à Morestel parce qu'il y a une lumière très particulière. Il y a énormément de marais et d'étangs autour. Et en fait, il a tous les motifs à sa disposition. Quel que soit... Alors, il le dit, il préfère un coucher de soleil. Donc, c'est souvent ça qu'il va peindre. Mais c'est vraiment la lumière qu'il fait venir à Morestel. Et notamment la lumière qui est sur les toits de Morestel. Parce que c'est vrai que c'est un petit village avec un patrimoine très riche déjà à l'époque. C'est à partir de ce moment-là, justement, que son œuvre va vraiment s'affirmer. Oui, c'est vraiment, Morestel, c'est vraiment la période de maturité. C'est là d'ailleurs où effectivement on peut dire qu'avec l'expérience, il sait ce qu'il veut faire, il a à peu près les moyens de traduire son ambition, donc faire vrai et lumineux. Et donc c'est une période vraiment où la couleur triomphe. Et est-ce que son talent a été reconnu de son vivant? Alors, reconnu par ses pairs. Pas par la critique, puisque c'est quelqu'un qui va exposer très tard. Et encore pas toujours à sa demande, ses amis peintres vont le solliciter. Mais reconnu, oui, effectivement, pas toujours compris non plus peut-être du grand public. Pourquoi il avait une personnalité particulière? Oui, c'est quelqu'un qui est quand même assez entier, mais qui à mon avis, est aussi entier en amitié. Et donc, il vous reçoit, comme il dit, à la buona, un peu à la bonne franquette. Et donc, c'est un homme, oui, qui aime la sincérité. Il l'écrit. Il peut accepter toutes les opinions si elles sont sincères. Mais voilà, s'il y a du faux semblant, ça ne l'intéresse pas. Et il n'y a pas de faux semblant dans la Maison Ravier, donc, qui est aujourd'hui un musée depuis 1992, qui est labellisée Maison des Illustres par le ministère de la Culture. Elle permet de découvrir donc l'histoire et la vie du peintre que vous venez de présenter, mais aussi l'univers d'autres artistes, et notamment celui de François Guiguet, sur lequel vous avez travaillé, vous, depuis 2010. Une exposition temporaire donc, lui est consacrée, va commencer début juillet. Elle est la concrétisation tout simplement de votre travail de recherche. Oui, absolument. J'ai eu la chance de pouvoir... c'est ma 4e exposition sur ce peintre. Et nous avons la chance à la Maison Ravier d'avoir à la fois des archives du peintre qui sont extrêmement intéressantes. Et puis, qui n'est pas la même génération que Ravier, parce non. que lui est né en 1860, alors que Ravier est né en 1814. 1814, hein, oui. Oui, mais Guiguet sera un des rares élèves de Ravier, et Guiguet considère Ravier comme son premier maître. Donc il y a un vrai lien, en plus ils n'habitent pas très loin. Mais c'est un peintre qui s'est plutôt concentré sur le portrait. Absolument.
Et donc, il a vécu, Guiguet, c'est un peintre qui a été reconnu en son temps. Il a vécu de portraits de commande, mais il revenait aussi toujours dans son village de Corbelin. Donc, c'est à une dizaine de kilomètres de Morestel, où, en fait, il a réalisé une part un peu intime, c'est-à-dire que là, ce sont plutôt des scènes où on voit ses neveux, ses nièces, ses frères, ses sœurs, parce qu'il est quand même le 5e d'une famille de 12 enfants. Et effectivement, contrairement au portrait de commande, c'est une autre œuvre, en fait, une autre œuvre qui se développe là. On va regarder effectivement quelques-unes de ces œuvres, notamment là, donc Agnès au chat, avec une palette de couleurs qui est assez triste, j'ose dire, d'une certaine manière. Ce sont des tonalités, comme on dit, sourdes. Et ça tient aussi à une technique particulière chez lui, c'est la peinture au dégraissé. Donc, c'est-à-dire que le peintre va travailler en glacis, c'est-à-dire en couches de couleurs très fines, dégraissées, donc avec un minimum d'huile. C'est une technique un peu rébarbative, il y a 12 étapes. Et donc, ça donne cet effet mat. Et la gamme en tant que telle est aussi à base de gris, de bleu-gris ou de violet, parfois des bruns. Et effectivement, c'est un peu à l'image du personnage discret. C'est ce que vous aimez chez lui dans l'ensemble de ces tableaux. On va les voir défiler et vous allez me dire aussi pourquoi vous avez choisi de travailler dans l'univers muséal, parce qu'on sent que c'est la passion qui vous anime. Alors, oui, j'aime beaucoup ce peintre, parce que l'œuvre me touche. Et après, j'ai atterri dans ce monde, dans ce milieu, alors que dans mon enfance, je n'ai jamais visité un seul musée. Mais j'avais un grand-père qui dessinait beaucoup. Avec qui je dessinais aussi, ça m'a toujours plu et c'est vrai que j'avais une certaine sensibilité, donc du coup, de fil en aiguille. Ça fait combien de temps que vous êtes maintenant à la tête de cette maison Ravier? J'ai fêté ma 24e année. Et vous y restez parce qu'on le voit, vous avez la possibilité de montrer, d'exprimer un certain nombre d'artistes, de les mettre en lumière, qui sont peu connus, parce que c'est vrai que Ravier ou Guiguet là sont pas vraiment au même plan que d'autres peintres du 19e siècle. Oui, absolument. Nous, on a eu la chance de pouvoir présenter aussi des expositions un peu hors normes. Quand on a présenté des aquarelles de Turner avec des aquarelles de Ravier, ça a été un projet extraordinaire. C'est vrai qu'on peut retrouver dans deux catalogues d'expositions sur lesquels vous avez travaillé, à la fois celui-ci avec donc Turner et Ravier, et puis également le catalogue donc, de toutes les œuvres qu'on a pu présenter et qui sont au cœur de cette maison Ravier jusqu'à 2016, parce que depuis, il y a eu d'autres acquisitions qui seront peut-être d'ailleurs présentées dans quelques instants avec, on va le voir, Patrick Perrodin, qui est le président de l'association de Quirieux. Vous allez voir donc, ce site médiéval qui va accueillir une exposition donc, Auguste Ravier à partir du 6 juillet. C'est un ancien bourg et château abandonné depuis un siècle. Il nous parlera donc de ce lieu historique qui surplombe le Rhône. Ce sera dans quelques instants. Avant cela, on va ensemble continuer d'en savoir un peu plus sur vous, Nathalie, parce qu'il va aussi le moment de l'envers du décor. Alors depuis tout à l'heure, on parle des paysages ensemble, Nathalie. Quel est le lieu que vous aimez dans la région, même si vous ne peignez pas? Il est sans doute aussi joli que les tableaux de Ravier. Oui, absolument. Moi, ce que j'aime, c'est à proximité de chez moi, c'est à proximité de Morestel, c'est le lac de Save, qui est un endroit d'ailleurs qui fait partie d'un espace naturel sensible, qui est un lieu vraiment qu'on cherche à préserver, avec une faune, flore riche et variée. Et donc, il y a une promenade qu'on peut faire et c'est vraiment un lieu extraordinaire. Et comment vous qualifiez votre lieu de vie? Privilégié. Voilà, je suis à la ville et à la campagne en même temps.
Et puis Quand vous dites ville-campagne, c'est Morestel, vous êtes Morestel. dans Morestel. Hein. Oui, je suis à Morestel. On a pu voir tout à l'heure, Ouais. et c'est vrai que c'est extraordinaire, c'est une très belle ville. très belle ville avec un patrimoine remarquable. Quelle est la première chose que vous faites le matin? Je bois du café et j'écoute la radio. Le café pour tenir, parce que vous avez des longues journées. Oui, Oui. surtout en ce moment. Oui, Oui, parce que quand on a une Oui. exposition oui sur le feu. temporaire sur le feu, ça demande beaucoup d'énergie. Quelles sont les fantaisies que vous autorisez? Alors, c'est pas grand-chose. C'est des petits moments, je dirais, où je peux enfin être seule pour faire ce que je veux. Comme aller au cinéma, au spectacle, marcher. Voilà, c'est pas fou, mais pour Mais ce moi, sont c'est des de la plaisirs fantaisie. personnels Oui, qui vous font du parce bien. que quand on, voilà. Qu'est-ce qui vous fait le plus rêver? Ah, c'est le ciel. Le ciel, parce que, comme disait Ravier, c'est l'infini, c'est l'inépuisable. Qu'il soit étoilé, nuageux, je pense qu'on peut vraiment... c'est à la fois calme, reposant, introspectif. Parce qu'il n'y a pas de pollution visuelle dans oui, le ciel. c'est ça. Il suffit de lever les yeux et d'arrêter de regarder parfois C'est ça. des paysages qui ont été modifiés. Quelle est la musique qui vous met de bonne humeur? Ah, bah, c'est Queen, A Kind of Magic. Voilà, ça c'est une musique, ça va crescendo et alors ça vous prend l'énergie et puis ça vous... Donc vous aimez le fait que ça commence doucement Oui. et que ça explose à la Oui, fin. c'est ça, c'est en puissance. Quel est le livre que vous avez souhaité partager avec nous ce matin et qui oui. vous a beaucoup touché? C'est Au revoir là-haut de Pierre Lemaître parce qu'il se trouve que quand il est sorti, j'étais en train de préparer une exposition sur François Guiguet et un autre peintre, Julien Leblanc, deux peintres, témoignages de peintres pendant la guerre. Et donc, pour cette exposition, j'ai retrouvé deux tableaux qui étaient des soldats, des portraits posthumes. Et il y avait une résonance très forte avec ce qui était raconté dans ce livre. Donc, voilà. Qui a été adapté au cinéma. Tout à fait. Également. Quel est le mot que vous trouvez formidable? Alors, c'est ridicule et savant en même temps. C'est zinzolin ou zinzoline. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une couleur qui est presque un peu rouge violacé. Qu'on utilise donc dans la peinture? Bah, pas forcément, Non, pas forcément. mais voilà, le côté ridicule me plaît beaucoup. Est-ce qu'il y a un événement historique auquel vous auriez aimé participer? Oui, je pense que c'est le moment où l'être humain a commencé à maîtriser le feu, un peu comme l'effet tarte tatin, vous voyez, mais maîtrise du feu. Maîtrise du feu et cette jolie représentation qui a été sélectionnée par Séverine Pucci, la coordinatrice de cette émission. Et on va terminer avec la personne que vous trouvez formidable. Qui avez-vous choisi? Alors c'est Rose Valland parce que bon, elle est de l'Isère. Elle a été au Jeu de Paume, donc conservatrice, attachée de conservation au Jeu de Paume. Notamment, elle s'est illustrée pendant la Seconde Guerre mondiale puisqu'elle a permis de sauver ou de répertorier les œuvres qui étaient spoliées par les nazis. Et donc c'est à la fois son courage parce qu'elle était au contact des soldats nazis, voilà, et son sens de la justice. Les femmes étaient à l'œuvre durant la Seconde Guerre mondiale pour préserver les œuvres. Et lui aussi est à l'œuvre pour préserver le patrimoine. C'est Patrick Perrodin qui est le président de l'association Imagine Quirieux et qui nous rejoint tout de suite. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes le président de l'association Imagine Quirieux qui est située à Bouvès-Quirieux. Quirieux qui est donc un site médiéval abandonné aux allures de ruines antiques et romantiques surtout, qui surplombe le Rhône. De quand date ce site? Bonjour. Ce qu'on en connaît aujourd'hui dans nos recherches, c'est à peu près le XIIe siècle, mais avec une période prépondérante qui est du XIIIe au XVIe siècle. Qui est l'apogée de la cité de Quirieux. Et là, on voit donc le bourg de Quirieux et son château, comme il est indiqué sur ce dessin, en 1339. Aujourd'hui, ça n'est plus comme ça, hein. À l'époque, c'était quand même un site très important. Nathalie vient de vous parler de Morestel. Il y a aussi Crémieux, de la cité, le nom. Quirieux faisait partie des 3 cités importantes de même nature, même composition, même taille,
site de défense par rapport au Saint-Empire germanique qui se trouve de l'autre côté du Rhône. La cité de Quirieu, elle n'est plus aujourd'hui telle qu'on l'a imaginée. Mais il reste encore des choses que l'on voit là en images, notamment ces murs qui sont quand même très importants et conséquents, qui montrent l'importance des bâtiments à l'époque. Quelle fonction avaient-ils ces bâtiments ? Alors il y a plusieurs fonctions sur le site de Quirieu. On a parlé de site de défense d'abord, puisque le Rhône, qui se situe au pied de la cité de Quirieu, nous sépare du Bugey, de la Bresse et de la Savoie, qui étaient à l'époque les ennemis. C'était une frontière naturelle. Une frontière naturelle. Quirieu avait pour rôle de défendre, je dirais, le territoire. Et au sein de cette citadelle, parce que je dirais plutôt une citadelle, c'est assez unique en Isère, on retrouve 4 pouvoirs. Le pouvoir militaire, avec un château fort qui n'existe plus. Le pouvoir seigneurial, avec la maison forte que vous avez aperçue tout à l'heure. Le pouvoir religieux, avec une chapelle Sainte-Catherine. Et puis vous aviez la ville, une petite ville qui se resserre et où il y avait quand même presque 600 habitants. Et pourquoi ce site a été déserté alors, pour qu'il n'y a plus aucun habitant? Et d'ailleurs, quand est parti le dernier habitant? Alors le dernier habitant est parti en 1914, mais l'histoire de la cité de Quirieu qui va se déliter si on veut, oui. C'est date déjà du XVIIe siècle, en 1600, lorsque la Savoie va rester éloignée et que la Bresse et le Bugey vont rejoindre le royaume de France. Donc les habitants qui sont montés sur le site au début pour se réfugier et être à l'abri vont redescendre petit à petit dans la plaine en emmenant derrière eux les pierres qui leur appartenaient. Donc ils ont démantelé au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ils ont démantelé leur maison. Néanmoins, il y a quand même eu des habitants donc jusqu'en 1914, Oui, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'un siècle. Oui, tout à fait. Et ensuite, donc, le dernier habitant est parti et au fur et à mesure, le site a commencé de plus en plus à être envahi par la nature. Parce que c'est ce que l'on a vu là sur ces images. La cité s'est refermée, donc la nature a pris le dessus. Jusqu'en 1993 à peu près, où une étudiante lyonnaise, qui s'appelle Guillemette Gardette, je la cite parce qu'elle m'a beaucoup appris de ce site, a commencé à fouiner et a commencé à défricher le site. Et ça fait 30 ans effectivement qu'on a mis en lumière les vestiges. vestiges. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont stabilisés? C'est quand même important de stabiliser le site pour les générations futures. Alors l'action du département d'Isère, accompagnée de la commune, nous recherchons à stabiliser les murs. Non pas à reconstruire, mais à conserver, je dirais, cette dualité qu'on retrouve sur le site, c'est-à-dire des ruines d'un côté et une végétation qui a pris un peu le dessus. Et c'est ce qui fait la force de Quirieu, c'est cette dualité permanente entre les ruines qu'on maintient et puis cette végétation, cet espace naturel, puisque Quirieu est aussi un espace naturel sensible, comme l'a dit Nathalie, par rapport à d'autres espaces Et aujourd'hui, c'est un site qui se visite puisqu'il est ouvert au public. Quelles sont les animations que vous proposez pour apporter de la vie avec votre association? Alors, sur ces 2 thèmes qu'on vient de voir, soit la nature, avec des découvertes de la faune, de la flore, soit l'histoire, avec un travail important avec les écoles, les collèges, qui ont appris à découvrir leur patrimoine local. On a ce soir une réception avec l'inspecteur d'académie de l'Ain parce que les écoles qui travaillent avec nous sont récompensées sur un concours auquel ils ont participé. Et ils ont fini 2e de la région, Rhône-Alpes. Sinon, on a aussi des soirées, contes. Et également des expositions de plein air. L'originalité d'Imagine Quirieu, c'est d'avoir ce qu'on appelle une exposition à ciel ouvert, ou alors, cette année, un peu plus loin, un musée hors les murs. Voilà, c'est la raison pour laquelle, évidemment, vous avez souhaité ce matin mettre en lumière cette association, parce que là, à partir du 6 juillet, il y aura donc une exposition autour de François-Auguste Ravier. Comment vous avez collaboré ensemble? Eh bien, Patrick m'a appelé pour me proposer ce projet et effectivement, bien exposer Ravier dans la nature, ça avait énormément de sens puisque c'est sa source d'inspiration. Bien sûr. Et puis le site est quand même extraordinaire, il offre des points de vue différents, un cheminement, donc effectivement, c'était vraiment très intéressant. Qu'est-ce que l'on va pouvoir voir alors dans cette exposition?
Eh bien, on va voir 14 des œuvres que vous avez peut-être aperçues tout à l'heure, qui vont être exposées dans la nature, qui vont changer. Ce ne sont pas les œuvres originelles. Hein. Ah non, alors, souligner, ce sont des reproductions. Ce sont des reproductions sur des bâches. C'est aussi notre technique. Il faut qu'elles tiennent presque une année. Oui. Et elles vont changer de couleur. À toute saison, on va les voir de façon un petit peu différente. C'est ce que dit Nathalie. Donc il y a des couleurs qui vont... Oui. Et ça peut être une porte d'entrée, bien évidemment, pour ensuite aller découvrir la maison Ravier, parce que vous êtes à quelques encablures l'un de l'autre. Hein. Oui, Et on le fera en vélo. À vélo, c'est encore mieux quand on découvre les paysages, on les regarde autrement. Merci beaucoup, en tout cas, Patrick, d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre association Imagine Quirieux est visible sur votre site internet quirieux.com. Et demain, d'ailleurs, on va recevoir Silver Lamotte, qui est chorégraphe, avec lequel vous travaillez, puisqu'il sera là au vernissage du 6 juillet autour de cette exposition François-Auguste Ravier. Merci à tous les deux. On se retrouve demain à 10h35. Excellente journée sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes.